Bonsoir à tous, merci de préférer la télévision nationale pour vous informer. Voici les titres du journal. Un taux de croissance revu à la hausse autour de 6% avant fin 2016. Le projet de loi de finances a été présenté à l'hémicycle. Les travaux vont débuter en intercommission. Santé, une femme enceinte de jumeaux, elle est porteuse de 5 fœtus. L'échographie est formelle. La thèse d'une évacuation est avancée pour sa prise en charge. J-4 avant la deuxième sortie du Sili national pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Le match de Conakry s'annonce décisif et l'adversaire s'appelle la RDC. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce message départ. Adressé à son Excellence M. Joachim Gauck, président de la République fédérale d'Allemagne. Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration de la journée commémorative de l'unité allemande, il m'est particulièrement agréable de vous adresser personnellement au peuple et au gouvernement allemand. On a déjà reconnu sa défaite. Le 45e président des États-Unis, lui, dans son tout premier discours, se présente en rassembleur. Je promets à tous mes compatriotes que je serai le président de tous les Américains. C'est extrêmement important de le dire. Hier nuit, l'ambassadeur Denis Hunkins a organisé une soirée électorale en sa résidence de Donka. Une occasion pour lui de revenir sur les enjeux de cette élection, mais également sur les priorités du futur président. Avec 40% des citoyens, en un sondage que j'ai vu aujourd'hui, 40% ont pensé que les questions économiques c'était le plus important. Il y a les questions de sécurité, d'immigration. Il y a pour certaines parties de population, il y a les questions sociales. Alors, le votement, c'est important pour une certaine partie de population. Le vote d'immigration, parce qu'on a vu que même le profil des Américains, alors c'est plus mixte maintenant. Ils sont 226 millions d'Américains à s'être rendus aux urnes pour élire Donald Trump, le successeur de Barack Obama. Et ce message départ du président Alpha Condé adressé à son Excellence M. Donald Trump, président élu des États-Unis d'Amérique. Excellence, Monsieur le Président élu, c'est avec un réel plaisir que j'ai appris votre élection en tant que 45e président à la magistrature suprême des États-Unis d'Amérique. Je voudrais en cette occasion vous adresser au nom du peuple de Guinée, du gouvernement et à mon nom personnel, mes sincères félicitations et nos vœux de plein succès dans vos nouvelles fonctions. Votre élection reflète l'image de votre grand pays, coutumier de grands défis et donne l'immense espoir d'un renforcement du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique, rigoureusement respectueux de la volonté et de l'élan actuel du continent africain de se prendre en charge afin d'atteindre à brève échéance l'émergence économique et sociale. Dans cette perspective, je vous rassure de la parfaite disponibilité de la Guinée à œuvrer au renforcement de la coopération entre nos deux pays pour le bien-être de nos populations respectives. En vous souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président élu, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Conakry, 9 novembre 2016, professeur Alpha Condé. Le projet de loi de finances a été présenté ce matin à l'Assemblée nationale. À côté, il y avait une autre communication portant sur la politique monétaire. Les textes vont d'abord être étudiés en intercommission. Mais déjà, une première information à filtrer. Le taux de croissance est revu à la hausse. Il passe de 5 à 6% avant fin 2016. Abdoulaye Diallo. Du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale, les responsables en charge de la gestion de la machine économique du pays se succèdent pour présenter le projet de loi des finances exercice 2017 et la politique monétaire de la BCRG. Il se chiffre à près de 15 000 milliards de francs guinéens. Ce projet de loi vise à consolider les résultats obtenus dans le cadre de la stabilité macroéconomique et budgétaire. Plusieurs stratégies sont envisagées pour maintenir cette avancée. 1. Un endettement nul de l'État vis-à-vis de la Banque centrale. 2. Le maintien du déficit budgétaire, y compris les dons, à un niveau raisonnable en pourcentage du PIB. 3. La recherche active de financements extérieurs sous forme de dons et de prêts concessionnels. 4.
la consolidation et l'approfondissement des efforts pour une mobilisation accrue des ressources internes. 5. Une meilleure allocation des ressources en faveur des services sociaux de base et des projets d'investissement porteurs de croissance. 6. Le renforcement de la déconcentration budgétaire. 7. Et enfin, la mise en œuvre de plans stratégiques de réforme des finances publiques. S'agissant de 2017, le taux de croissance devrait se situer à 6,1% contre 5,2% attendu en fin 2016. En effet, dans l'hypothèse d'une pluviométrie abondante, d'une distribution par les pouvoirs publics d'intrants agricoles, semences et engrais, de l'amélioration du niveau de mécanisation du secteur agricole, le taux de croissance du primaire est projeté à 5,1% contre 3,5% cette année. Plusieurs observations sont faites par les honorables députés, notamment leur souhait de participer au débat d'orientation du projet de loi des finances. Tout de même, ils saluent la promptitude du gouvernement pour avoir présenté à temps le budget comme le stipule le règlement intérieur. Que c'est un budget réaliste, et pour une fois les députés l'ont reconnu, ils nous l'ont présenté sur une base pluriannuelle. Ce n'est pas seulement qu'on s'arrête pour l'année 2017, mais le budget a été préparé en tenant compte des réalités de 2016 et il s'est projeté pour 2017, 2018 et 2019. Donc c'est une bonne présentation et c'est en cela que j'ai parlé d'objectivité. À partir de ce jeudi, les membres de la commission économie et finances vont recevoir les cadres techniques des départements concernés. Objectif, discuter de long en large les aspects techniques avant l'examen et l'adoption du budget 2017. La paix en Guinée. Le sujet était à l'ordre du jour d'une réunion présidée par le chef du gouvernement. Il s'agit de la session ordinaire du comité de pilotage du Fonds de consolidation de la paix. L'accent a été mis sur le niveau d'avancement des projets en cours, notamment la réforme du secteur de la sécurité. Hadi Kamara. Les travaux de la session ordinaire du comité de pilotage du PBF étaient axés sur la présentation de l'état d'avancement du second plan de consolidation de la paix en Guinée, occasion pour les membres du comité de pilotage d'examiner et apprécier la qualité des projets déjà réalisés dans le cadre de la réconciliation nationale et de la réforme du secteur de défense et de la sécurité. La réforme du secteur de sécurité dans ce programme de partenariat a été définie, initié et soumis par le président de la République aux Nations Unies. Aujourd'hui donc, nous sommes sous l'évaluation de ce axe essentiel de l'avènement de l'État guinéen à un cadre de gestion de l'État bâti sur les principes démocratiques. Aujourd'hui, nous ambitionnons avec eux de construire et de mener à terme un seul et grand programme global de réforme, bâti sur une vision unique, sur une stratégie globale, sur des synergies d'action concertées et intégrées, et enfin sur l'adoption et l'élaboration d'un système de communication pertinente. De 2011 à 2016, 31 projets ont été initiés et réalisés à travers tout le pays en tenant compte de certains paramètres liés à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes et à la préservation de la paix en Guinée. Dans l'ensemble, on se félicite du taux d'exécution de ce projet qui, au plan de réalisation financière, on peut se réjouir que nous sommes à 97% de la consommation. Donc nous avons pu passer le pari du taux d'absorption des ressources. Plutôt, nous sommes dans la recherche de ressources supplémentaires. Tout le monde plaide pour une troisième phase. Une troisième phase où nous devrions aussi travailler sur les modalités d'exécution plus coordonnées pour qu'ensemble, en tant que partenaires, on puisse aller sur des questions prioritaires du gouvernement. La préservation de la paix est un processus qui requiert des efforts de l'État et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers. À cet effet, le Premier ministre Mamadi Yula a souhaité que les acquis soient préservés en vue de voir se réaliser d'autres projets d'intérêt national. Ce plan prioritaire de consolidation de la paix en Guinée qui arrive à terme le 31 décembre 2016 prochain
nous a accompagnés dans nos efforts de stabilisation et de cohésion sociale. Il a été alloué à la Guinée à un moment où elle en avait le plus grand besoin. Je me réjouis des résultats importants enregistrés dans la mise en œuvre de ce plan. Par exemple, les réformes des forces armées guinéennes nous ont permis d'avoir aujourd'hui une armée véritablement républicaine. À présent, elles comprennent et jouent mieux leur rôle, apprécient davantage la pertinence des formations. Les échos qui nous parviennent du comportement de nos contingents au Mali et ailleurs, je le dis sous le contrôle des représentants du ministère d'État à la Défense nationale, je disais donc que ces échos sont élogieux et attestent de la pertinence du Fonds de consolidation de la paix pour le soutien aux actions entreprises dans ce sens. La Guinée est inscrite depuis février 2011 à l'agenda de la Commission de la consolidation de la paix des Nations Unies. Objectif, relever les défis de la stabilité sociopolitique tout en indiquant les principaux enjeux et actions à entreprendre conformément aux domaines prioritaires. Parmi ces domaines prioritaires, il y a la santé. Et tout d'abord, cette réunion sous-régionale, les pays membres de l'espace CEDEAO essaient de lancer une stratégie commune sur le renforcement de la santé primaire. Il s'agit de poursuivre les réflexions menées il y a quelque temps à Ouagadougou. Soridé Kera, Sahamaratonno. C'est la 4e réunion de suivi de la mise en œuvre de la déclaration de Ouagadougou relative au renforcement des soins de santé en Afrique de l'Ouest. Elle regroupe acteurs de la santé, partenaires techniques et financiers de la CEDEAO. Les échanges portent sur la validation des 12 points d'intervention sur la santé primaire identifiés à Dakar en 2013. Le guide d'orientation de l'élaboration d'une politique commune d'intervention est aussi à l'ordre du jour. Depuis plus de 40 ans maintenant, nous expérimentons beaucoup d'approches, mais celle qui consiste à travailler entre plusieurs secteurs, ce qu'on peut appeler l'intersectorialité, laisse un peu à désirer dans la quasi-totalité de nos pays. Donc ici, l'objectif est de mettre ensemble le ministère de la Santé et le ministère chargé de la décentralisation et des collectivités territoriales afin qu'ils puissent conjuguer leurs efforts coordonnés au niveau communautaire et au niveau district de santé, afin de mettre en place des programmes durables d'accompagnement des communautés en mettant l'individu au centre des soins. Les débats vont durer 3 jours. Ils permettront à l'ensemble des pays membres de l'Organisation ouest-africaine de la santé d'identifier les défis et les priorités liées à la santé primaire et du système de santé en général. Il y a beaucoup de projets pilotes de soutien, mais dès que les financements se tarissent, ces initiatives en fait, ne sont pas pérennes. Donc ce que nous souhaitons vraiment, c'est que l'atelier donne capacité d'avoir des orientations stratégiques au cours duquel les différents gouvernements, les ministères et les partenaires vont se réunir pour vraiment avoir une approche coordonnée et efficace de la santé communautaire au niveau du district sanitaire. Toutes les actions novatrices que l'OAS développe aujourd'hui concourent, j'en suis sûr, à offrir une meilleure santé à nos populations qui sont souvent menacées par les flambées épidémiques au moment où les ressources deviennent maigres. Je suis d'ores et déjà convaincu que les résultats auxquels vous aboutirez permettront de servir de levier à la mise en œuvre de cette déclaration dans nos pays respectifs. Fruit du partenariat entre l'Organisation ouest-africaine de la santé et le Bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest, la rencontre de Conakry devrait définir une approche coordonnée de santé communautaire pour les pays de la CEDEAO. Ce qui fait l'actualité, surtout en santé, c'est cette femme enceinte de 5 enfants. Comment lui assurer une bonne prise en charge médicale? Elle est actuellement hospitalisée à Yazdine, mais la piste d'une évacuation rapide est à l'étude. Rose Pochio. Enceinte de 6 mois, Mawa Souma est dans cet hôpital depuis 9 jours. L'échographie a révélé qu'elle attend 5 bébés. Pour Mawa, l'hypothèse d'un accouchement normal est vite écartée. Son médecin conseille une évacuation immédiate afin de sauver les futurs bébés et leur maman. Le risque, c'est l'accouchement prématuré.
Et si elle accouche prématurément, dans nos conditions de travail actuelles, il est difficile de pouvoir sauver ces enfants-là. Selon le spécialiste, l'opération pourrait s'effectuer dans les hôpitaux spécialisés. Le verdict inquiète Mawa. Son époux est assistant dans une pharmacie de la place. Je suis inquiète parce que l'idée que j'ai en tête actuellement, peut-être moi je vais survivre, mais les enfants non. Parce que le plus souvent, ces genres de grossesse, j'ai appris que ça n'arrive pas à terme. C'est souvent prématuré. Donc moi, ce que je ne demanderais qu'aux personnes de bonne volonté, à l'État, au ministre des Affaires sociales, à la fondation de la Première Dame et l'épouse du chef de file de l'opposition de me venir en aide. Je suis là, je n'ai pas quand même d'espoir. Seulement, depuis hier, c'est à partir d'hier que j'ai eu l'espoir, lorsque j'ai eu vos appels par-ci, par-là. Le dossier des futurs quintuplés guinéens est transmis aux responsables de la santé et de l'action sociale. J'imagine un peu avoir 5 bébés dans le même ventre, ce que ça peut créer comme complication. Nous continuons à approcher le ministère de la Santé pour que les dispositions nécessaires soient prises, quelles que soient les dispositions pour sauver la dame et ses 5 bébés. En attendant sa nouvelle prise en charge, Mawa Souma vit entre l'angoisse et l'espoir de voir ses 5 bébés dans 3 mois au plus tard. De source médicale, c'est la 2e fois que ce phénomène scientifique rare se produit en Guinée. Question remontée également au ministère de la Santé qui pour l'instant est plutôt sur un autre dossier, l'amélioration de la prise en charge sanitaire des détenus. Les 2 départements, santé et justice, se concertent. Un protocole d'accord existe à cet effet. Il a été signé en 2002 et accorde aux prisonniers, aux personnes en mal avec la loi, leur droit de bonne couverture sanitaire. Habib Thiam a suivi la journée de réflexion. La santé en milieu carcéral, le concept est à la mode en Guinée depuis l'engagement du pays à offrir de meilleurs soins de santé à ses détenus. Signé en 2002 avec le CICR et appliqué 2 ans plus tard, ce protocole d'accord présente un bilan mitigé. D'où cette journée d'autopsie qui implique les départements de tutelle. Les questions de santé en milieu carcéral, c'est des questions incontournables pour un État qui se construit comme la Guinée. Il ne suffit pas de signer des textes. Le protocole d'accord, à minima, marchait, mais il ne marchait pas entièrement. Il y avait des ratés là-dedans. Donc c'est pourquoi je salue cette initiative du CICR. Même nous prendrons nos responsabilités pour que les choses marchent. Les questions que les cadres donc, du ministère de la Santé et ceux du ministère de la Justice, sous la houlette du CICR, se retrouvent, discutent le contenu, n'est-ce pas, de ce protocole d'accord pour voir dans quelle mesure il est possible d'y apporter des améliorations. Donc il y a quelques insuffisances, le texte doit être mis à jour, les responsabilités des 2 départements doivent être mis à jour pour refléter le contexte actuel. Le comité tripartite travaille à l'élaboration d'un nouveau protocole d'accord en janvier prochain. Ce guide se veut plus complet en matière de respect du droit carcéral. Le CICR a commencé le travail en milieu carcéral en Guinée depuis 1999. À ce moment et depuis là, on visite des différents lieux de détention pour s'assurer, en collaboration avec les autorités, notamment de la justice et de la santé, que les conditions de détention sont correctes, sont d'accord avec les standards et les droits des détenus dans le pays. Côté guinéen, de grandes réformes judiciaires sont opérées. Cette note signée du ministère de la Justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a l'honneur d'informer les populations guinéennes que la rentrée des cours et tribunaux de la République de Guinée aura lieu le vendredi 11 novembre 2016 au siège de la Cour suprême à 8 h. Cette rentrée des cours et tribunaux se tiendra sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, signé Maître Cheikh Sako. Au mois d'août passé, le marché de Kenya avait été endeuillé par un accident de route qui a tué 5 marieuses. Le président Alpha Condé avait alors compati et promis de créer des frigos de proximité dans les grands marchés de Conakry. Promesse tenue, les cales frigorifiques vont être installées très bientôt. Maïmouna Bella Diallo. Au mois d'août, 5 femmes marieuses ont connu un destin tragique. Sorties de la maison à l'aube pour rallier le centre frigorifique de Kenya, elles ont péri dans un accident de circulation
au carrefour chinois. Ce drame de la minière a affligé toute la population, les femmes marieuses en particulier. Pour soulager ses sœurs et accompagner le gouvernement du professeur Alpha Condé, qui place les femmes au centre de ses préoccupations, la PDG de la société de pêche Sopic s'engage à installer des cales frigorifiques dans les différents marchés de Conakry. Ça, c'est le souci du professeur Alpha Condé. Il ne veut pas la souffrance des femmes. Donc, nous qui sommes derrière lui, nous devons l'aider à soulager le panier de la ménagère. Le moment, on a déposé 5 frigos d'une capacité de 27 tonnes par frigo. Donc, dans la semaine qui suit, on doit déposer aussi à la commune de Ratoma et suivi des autres communes aussi. Avec ces cales de proximité, Hadja Saran Diawara entend contribuer à la sécurité des femmes par un accès facile aux produits halieutiques. Chez les bénéficiaires, la joie est immense. Du fait qu'elle a commencé par le marché de l'Ambani, c'est une promesse réalisée et c'est un acte qui profite à tous ceux qui fréquentent le marché. Chaque cale frigorifique peut accueillir jusqu'à 27 tonnes de poissons, soit 243 tonnes pour les 9 cales annoncées par la société Sopic. Mine Litieux, Guinée s'engage dans la lutte contre la corruption. Elle vient d'élaborer une feuille de route pour répertorier la propriété réelle des entreprises. Cette antenne locale s'est fixée pour objectif de satisfaire les contraintes de la structure mère avant 2020. Litieux, c'est l'initiative de transparence dans les industries extractives. Al-Gassi Mouba. La Guinée, scandale géologique, est une destination de choix pour les sociétés minières. L'identification réelle de ces compagnies est devenue une exigence de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Une feuille de route est élaborée pour répertorier la propriété réelle des entreprises extractives en Guinée. Ces membres du comité de pilotage de Litieux Guinée échangent sur les enjeux, défis et opportunités liés à la divulgation de la propriété réelle. On ne voit que des actionnaires. Là, ça dit qu'on n'a pas toute l'information, on n'a pas la transparence au niveau des entreprises. Donc la propriété réelle, c'est pour savoir qui est le contrôleur exact d'une entreprise extractive. Donc lorsque les entités déclarantes, surtout les entreprises minières, doivent fournir des renseignements avec les formulaires de déclaration, elles doivent identifier les propriétés réelles de ces entreprises. L'objectif de cette feuille de route est d'informer toutes les parties concernées pour la divulgation de la propriété réelle. Cela dans le but de pouvoir satisfaire l'exigence ITIE avant 2020. C'est un processus qui est déjà en route en Guinée et qui est validé à l'international. Donc nous sommes fiers de dire que nous sommes déjà en train de travailler là-dessus au niveau national. Nous recherchons à ce que ce processus-là soit effectif en Guinée et qu'il y ait plus de transparence dans la gestion du secteur minier. C'est dans la transparence qu'on peut savoir qui fait quoi et si les procédures qui sont mises en place servent aux intérêts des uns et des autres. Ces membres du comité de pilotage doivent finaliser la feuille de route avant le 31 décembre. Pour cela, une commission d'amendement du document est mise en place avant validation. L'actualité, c'est aussi cette formation à l'intention de plusieurs confrères des radios rurales. Les cours portent sur une couverture médiatique responsable de la période électorale et ça tombe bien, des consultations communales pourraient avoir lieu très prochainement. Makemedozo. À l'intérieur du pays, les radios rurales ou radios de proximité ont toujours la cote. Dans les langues du terroir, elles s'adressent à une large population. Ce atout est mis à profit par la Commission électorale nationale indépendante pour initier une formation à l'intention des journalistes des radios rurales du pays. La formation vise à faciliter la communication de l'institution électorale dans le cadre de la préparation des élections communales.
Ces radios communautaires, ce sont des radios qui sont plus proches de ces électeurs et que là, vous avez une autonomie de gestion de ces opérations électorales au niveau des circonscriptions électorales qui sont locales. Donc tous les acteurs locaux du processus électoral qui interviennent dans chacune de ces phases de l'opération sont aussi nécessaires pour qu'ils aient une meilleure appréciation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les radios communautaires ont une importance très capitale pour mieux qualifier le bon déroulement de ces opérations électorales. 34 journalistes suivent cette formation visant au renforcement de leurs compétences en matière de couverture électorale. Nous avons demandé à nos agents surtout de respecter le code de déontologie et d'éthique, de respecter surtout les objectifs assignés à la radio. La radio rurale, en fait, est un vecteur de paix, un vecteur de stabilité et un vecteur de développement. Alors, il ne doit pas se départir de cet objectif pour se lancer dans une politique politicienne. Elle est là tout juste pour expliquer aux gens, à la communauté, le processus électoral, pour permettre aux populations de mieux comprendre comment on organise le vote. C'est-à-dire sensibiliser la population, amener les gens à voter, mais dans l'esprit de paix et de tranquillité. Le bridge est réputé être la formation la plus complète en question électorale. Ces journalistes vont améliorer leur niveau de traitement de l'information électorale. Direction Bofa, où la semaine de la citoyenneté a été bouclée dans la ferveur, une cérémonie riche en couleurs et en surprises, plusieurs témoignages poignants sur ce qui va constituer désormais le vivre ensemble dans l'acceptation des différences. Tawel Kamara. Ils sont venus de différentes collectivités de la préfecture de Bofa pour assister à la clôture de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Une semaine au cours de laquelle plusieurs activités socio-éducatives ont été organisées dans les différents lieux publics en vue d'expliquer aux citoyens ce que c'est le civisme. L'occasion pour les autorités de Bofa d'apprécier l'initiative qui a permis aux uns et aux autres de cerner les droits et devoirs des citoyens. Toute notre population a adhéré avec enthousiasme à l'événement et les activités qui ont été programmées ont été exécutées grâce à la volonté manifeste des uns et des autres. Pour la réussite de la Semaine nationale de la citoyenneté, les enseignants et encadreurs de clubs informels de Bofa se sont fortement impliqués dans la sensibilisation. À l'école comme sur le terrain de football, la notion de civisme a été enseignée. Cette semaine a été consacrée pour un tournoi, là où on faisait la sensibilisation, communiquer avec les jeunes qui seront l'avenir de demain et leur expliquer comment il faut se tenir pour cette nation, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette nation et ne pas tendre toujours la main à la nation, mais savoir ce que la jeunesse doit faire pour développer le pays. Le corps professoral enseignant, vraiment, on a fait une mobilisation, une très grande mobilisation. Nous avons passé de salle en salle, conscientiser les élèves, leur comportement, comment ils doivent se comporter vis-à-vis de la société et en tant que citoyen guinéen, vraiment comment faire pour que vraiment notre pays soit un pays de la paix. Les prochains jours, les autorités préfectorales de Bofa espèrent poursuivre la sensibilisation sur le civisme et la culture de la paix. Enfin, le Sili national prépare son match contre la République démocratique du Congo. Ce sera le dimanche à venir. Deuxième match pour le 11 guinéen dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et le Sili doit faire le nécessaire à Conakry. Abdoulaye Diallo. À quelques jours de la confrontation Guinée-RD-Congo, le Sili national accentue sa préparation au stade du 28 septembre. Après avoir raté sa première sortie face aux Tunisiens, l'équipe guinéenne a besoin de résultats satisfaisants pour se relancer dans son groupe. Pour cela, Kamfori Lapé Bangoura devra trouver tous les moyens possibles afin de tirer son épingle du jeu. Ce soir, on a travaillé sur les passes, les solutions de passes, le thème, le schéma qu'on veut mettre en place un peu, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif, le comportement, comment on doit se comporter sur les deux phases, la phase de transition,
la phase offensive, la phase défensive. Je crois qu'on a essayé de le faire sans ballon, sans adversaire au départ avec ballon. Et après, on a fait avec des adversaires et sous forme de jeu. Je crois que dans l'ensemble, on a senti que la compréhension était très facile. Le groupe a adhéré. C'est un match qui s'annonce compliqué pour le Sili, avec les forfaits du capitaine Ibrahima Traoré, de Florentin Pogba et de Guy-Michel Landel. Naby Keita aussi n'est pas à son niveau. Face à cette situation, le coach guinéen pense avoir la solution. Aujourd'hui, je suis satisfait de découvrir des joueurs comme Lansana Doumbouya, comme Mohamed Mara, le gardien Montaga, et sans oublier José Martinez-Kanté, le retour aussi de Sedouba Souma qu'on connaît. Moi, je pense aujourd'hui, que l'effectif que j'ai me donne satisfaction, me donne un très bon état d'esprit. Et je crois qu'on va attaquer ce match avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de sérénité. On est très confiants. Dans les rangs du Sili, l'état d'esprit est appréciable avec l'intégration facile des joueurs qui sont à leur première sélection en équipe nationale. Toute chose qui est fondamentale pour un résultat escompté. Pour le Sili national qui doit faire sans son capitaine et sans plusieurs autres joueurs cadres, mais qui se doit de réagir. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.